Je vais revenir sur le conflit israélo-palestinien. C'est compliqué parce qu'il déclenche beaucoup de passions. C'est difficile d'en parler d'un point de vue rationnel. Les accusations fusent rapidement et les débats prennent des tournures parfois très désagréables. Mais il faut revenir aux fondamentaux. C'est effectivement, malgré son ampleur géographique et en termes de coûts humains relativement limité, il y a des conflits qui font beaucoup plus de victimes que celui-ci. Donc il est à la fois limité géographiquement et dans l'ampleur du nombre de victimes, mais c'est celui justement qui déclenche le plus de passion parce qu'il est un peu au centre des rapports nord-sud, de l'éventuel choc des civilisations et des relations entre l'Occident et le monde musulman. Parce que ce que le monde musulman reproche aux Occidentaux, c'est que sans l'aide apportée à Israël, eh bien Israël ne pourrait pas occuper les territoires palestiniens. Et ce que les Occidentaux reprochent au monde musulman, c'est de vouloir faire disparaître Israël. Qu'en est-il exactement? Eh bien, au départ, les Juifs sont présents en Palestine, ils sont dispersés sous l'Empire romain, ils se font la promesse de revenir l'an prochain à Jérusalem. En 1897, Theodor Herzl publie l'État des Juifs. Pourquoi publie-t-il ce livre? Eh bien, il pense que le peuple juif a droit à un État, que cet État doit être créé en Palestine. Il le fait parce qu'il voit qu'il a été horrifié par l'affaire Dreyfus et qu'il considère que décidément les Juifs ne seront pas en sécurité tant qu'ils n'auront pas un État pour les protéger. Des Juifs vont s'opposer à lui, soit parce qu'ils sont très religieux et puis ils considèrent que avoir un État c'est aller contre la parole de Dieu, soit au contraire qu'ils sont très à gauche et ils pensent qu'on doit construire le socialisme et que c'est le socialisme qui protégera les Juifs et que c'est en construisant le socialisme là où on est présent que l'on pourra dépasser l'antisémitisme. Toujours est-il que la Palestine appartient à l'Empire ottoman et qu'en 1917, Lord Balfour, pour rallier la communauté juive à l'alliance de la Grande-Bretagne, de la France, contre l'Allemagne et contre l'Empire ottoman, fait une déclaration, la déclaration Balfour, qui promet la création d'un foyer national pour les Juifs avec ce principe « un peuple sans terre pour une terre sans peuple ». Alors oui, il y avait bien un peuple sans terre, qui étaient les Juifs, mais la terre qui leur était promise, il y avait un peuple, c'était des Arabes qui y habitaient déjà. En 1920, le traité de Sèvres donne la Palestine en mandat à la Grande-Bretagne. En mandat, ça veut dire que le pays n'est pas indépendant, mais que le pays mandataire doit accompagner ce territoire vers l'indépendance parce qu'on considère qu'il n'est pas encore mûr. À l'époque, il y a 10% de la population de la Palestine qui est juive, et le reste est arabe, mais du fait des pogroms, du fait des persécutions antisémites, à la fois dans les pays de l'Est, et bien sûr en Allemagne nazie, mais également en Union soviétique, il va y avoir une migration massive, et puis l'appel du sionisme est là, il y a la perspective d'avoir enfin ce foyer national, enfin cet État que beaucoup de Juifs espèrent depuis très longtemps, et donc il y a des migrations massives vers la Palestine, et la proportion des Juifs résidant en Palestine passe de 10 à 30% de la population. Et là, il commence à y avoir des heurts entre Arabes et Juifs, alors qu'ils vivaient en bonne harmonie. Les Juifs, auparavant, sous l'Empire ottoman, avaient un statut mineur, de minorité, de dhimmi. Ils avaient certains droits qui leur étaient refusés, mais jamais sous l'Empire ottoman, il y a eu les scènes antisémites, les massacres qui ont lieu en Europe. Il va y avoir des tensions entre les communautés, principalement d'ailleurs pour le contrôle des terres. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le monde est bien sûr frappé d'horreur par la Shoah, par le génocide juif, et donc il y a plusieurs plans qui circulent pour la Palestine. Il n'y a plus de mandats, les mandats sont terminés, la Grande-Bretagne est toujours en charge, mais elle doit mener la Palestine mandataire vers l'indépendance. Il y a deux plans qui se font face, un État unitaire, qui serait un État binational, où il y aurait juifs et arabes, et la partition entre deux États, un État pour les juifs, un État pour les Arabes. C'est le plan qui est choisi. Ce plan prévoit un partage, 55% du territoire pour les Juifs, 45% pour les Arabes, même si les Arabes sont plus nombreux que les Juifs. Le 14 mai 1948, Ben Gourion proclame la création de l'État d'Israël. La première guerre donc éclate immédiatement et elle est gagnée par Israël qui va étendre son territoire. C'est la Nakba pour les Arabes. Ils fuient et ils sont chassés, il y a aussi du nettoyage ethnique. Et donc Israël fait passer son territoire de 55 à 78% de la Palestine mandataire. Mais l'État arabe ne sera pas créé du fait de la volonté des Arabes, puisque la Jordanie occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est, l'Égypte occupe Gaza, et donc l'État israélien a bien été créé, l'État arabe, lui, ne l'a pas été, parce que les territoires qui auraient pu donner lieu à la création de l'État arabe sont occupés par la Jordanie et par l'Égypte.
À partir de cette première guerre, il y a un refus massif des États arabes de reconnaître l'existence de l'État d'Israël, et pour eux, la destruction de l'État d'Israël fait toujours partie de leur programme. Et Nasser, qui va agiter le nationalisme arabe et le panarabisme également sur l'opposition à Israël, va jouer sur cette corde-là. En 1956, c'est l'opération de Suez. En accord entre Britanniques, Français et Israéliens, il y a l'occupation du canal pour protester contre la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Mais l'URSS vient protéger l'Égypte. C'est le début d'une alliance entre l'Union soviétique et certains pays arabes. Et comme les États-Unis ne veulent pas garantir la sécurité de la France et de la Grande-Bretagne, ceux-ci doivent se retirer du canal de Suez. C'est une humiliation pour la France et la Grande-Bretagne. La France et Israël étaient à l'époque extrêmement proches. Il y avait une alliance contre le nationalisme arabe. Shimon Peres avait un bureau au ministère français de la Défense et il luttait à la fois contre l'Égypte mais également contre le nationalisme arabe en Algérie qui réclamait l'indépendance refusée par la 4e République. En 1967, c'est la fameuse guerre des 6 jours, une guerre éclair. L'armée israélienne va complètement détruire les aviations égyptiennes et syriennes. Elle va remporter une offensive éclair, une victoire très rapide contre les armées arabes qui sont profondément humiliées. Et Israël conquiert à la fois les territoires qui restaient de la Palestine mandataire, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, mais aussi le Golan syrien et le Sinaï égyptien. L'annexion de ces territoires n'est pas reconnue par le droit international, elle n'est pas reconnue par aucune nation, et il y a une résolution du Conseil de sécurité qui vient rappeler l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force, et donc qui demande la restitution des territoires occupés aux Arabes. À ce propos, de façon assez visionnaire, dans sa conférence de presse du 27 novembre 1967, le général de Gaulle disait à propos d'Israël, maintenant il organise sur les territoires qu'il a pris, donc les territoires palestiniens, l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et s'il manifeste une résistance qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Il y a une inversion des alliances pour Israël, parce que De Gaulle avait mis en garde Israël en disant « N'attaquez pas les pays arabes, si vous êtes attaqué, la France vous défendra, mais si vous êtes les premiers à lancer l'offensive, eh bien, on ne vous soutiendra pas. » Israël, quand même, a néanmoins lancé l'offensive, donc il y a une rupture avec la France, mais les États-Unis vont substituer leur alliance à celle de la France, et c'est à partir de là que l'alliance entre Washington et Tel Aviv va devenir extrêmement forte, alors que jusqu'ici, les États-Unis étaient très réticents à s'engager auprès d'Israël. Le mouvement palestinien va se structurer au fur et à mesure. Il n'est pas toujours en odeur de sainteté auprès des pays arabes qui se méfient de lui, qui se méfient de ses volontés d'autonomie, notamment le roi de Jordanie qui n'entend pas céder les droits qu'il estime avoir sur la Cisjordanie et sur Jérusalem-Est. En 1973, c'est une revanche symbolique pour les Arabes. Ils prennent l'initiative d'un conflit pendant le Kippour. Ils vont très rapidement marquer des points, reprendre des territoires, mais Israël va réagir assez vite, reconquérir les territoires perdus, et Soviétiques et Américains vont imposer une trêve aux protagonistes. On en revient à la situation qui existait précédemment, mais pour les Arabes, il y a symboliquement, parce que sur le fond, ça n'a rien changé, ils ont dans leur esprit lavé l'affront de 67. Et puis il va y avoir un nouveau changement d'alliance, cette fois-ci de l'Égypte. L'Égypte se rend compte que l'aide soviétique n'est pas suffisante et que jamais ils ne pourront récupérer le Sinaï s'ils restent dans la même situation. Et Sadat, qui a succédé à Nasser après sa mort, va faire un changement d'alliance, il va abandonner les soviétiques pour s'allier aux États-Unis dans l'espoir de voir le Sinaï lui être restitué. C'est ce qui va être fait avec les accords de Camp David signés en 1978 sous les auspices de Jimmy Carter. Sadat et Mme Begin signent un accord. L'Égypte est exclue de la famille arabe parce qu'on l'accuse d'avoir fait une paix séparée, d'avoir failli à la solidarité arabe et d'avoir joué une carte solo. Elle a récupéré le Sinaï, mais les droits des Palestiniens sont oubliés et le Golan syrien, effectivement, pas du tout dans l'accord global. Et c'est le début donc de l'alliance entre l'Égypte et les États-Unis et de l'alliance et de la paix également entre l'Égypte et Israël. La population égyptienne reste fortement hostile à Israël, mais les deux pays ont une relation diplomatique et il y aura par la suite une paix qui sera également signée par la Jordanie. Donc les deux voisins, les deux pays les plus importants pour Israël, vont signer une paix séparée avec Israël. En 1982, c'est une intervention israélienne au Liban pour chasser Arafat qui est présent, pour mettre fin à la présence de combattants palestiniens.
mais cette intervention qui était annoncée comme limitée par Ariel Sharon à l'époque Premier ministre va aller beaucoup plus loin, l'opinion internationale va s'émouvoir, et puis il va y avoir les massacres de Sabra et Shatila. Ce sont des milices chrétiennes qui commettent ces massacres dans un camp de Palestiniens qui a été vidé des combattants, donc vidé des hommes. Seuls restaient les vieillards, des femmes et des enfants, mais l'armée israélienne n'est pas intervenue pour empêcher ce massacre, et Ariel Sharon va en payer un prix politique lourd, et c'est à cette époque que le camp de la paix va naître en Israël, que le mouvement Peace Now, la paix maintenant, va apparaître pour demander une paix avec les Arabes. L'OLP a été créé en 1964 par Arafat. Au départ, sa charte demande la destruction de l'État d'Israël, et puis il va, au fur et à mesure, faire évoluer sa position. En 87, c'est le début de l'intifada, la révolte des pierres. Ce sont des jeunes Palestiniens qui combattent à coups de pierre les soldats israéliens. C'est une révolte de l'intérieur, alors que l'OLP, c'est un mouvement de l'extérieur. Et c'est là que l'image d'Israël va changer dans l'opinion, parce que pour l'instant, Israël, c'était le petit pays qui luttait contre la masse des pays arabes. Et là, son image va changer. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a eu la guerre du Liban, et Sabra et Shatila en 82. Et puis là, on voit que ceux qui sont forts, eh bien, ce sont les soldats israéliens, par rapport à des adolescents qui n'ont que des pierres en face. Et donc, l'image d'Israël va changer dans une partie de l'opinion occidentale. Et puis surtout, c'est la perestroïka et la fin de la guerre froide, qui va avoir deux conséquences majeures pour le conflit israélo-palestinien. La première, c'est que finalement, Israël était l'allié des États-Unis dans la guerre froide. Mais s'il n'y a plus de guerre froide, l'importance stratégique d'Israël comme meilleur allié pour lutter contre l'Union soviétique dans la région n'a plus cours, n'a plus lieu. Et donc Israël perd en valeur stratégique. Mais en même temps, Gorbatchev va permettre l'immigration des juifs soviétiques. Il y a 1 million de juifs, ou certains qui revendiquent de l'aide juste pour pouvoir partir, certains uniquement pour les raisons économiques, du monde soviétique, et 1 million de personnes qui vont émigrer en Israël et qui vont durablement changer la composition de l'électorat israélien, puisque ces gens sont très à droite, très sécuritaires, très hostiles à un accord avec les Palestiniens, qui va complètement modifier la balance démographique entre Arabes et Juifs sur l'ensemble Israël, territoire occupé. En 89, Arafat vient en France à l'invitation de Mitterrand, malgré les protestations des instances communautaires juives. Mitterrand dit qu'il fait la politique de la France, pas la politique des communautés. Et donc Arafat, à cette occasion, annonce que la charte de l'OLP est caduque, pour reprendre son expression. Donc c'est une reconnaissance implicite d'Israël. Et puis il y a la guerre du Golfe de 90-91. Saddam Hussein envahit le Koweït. Les États-Unis et les Occidentaux essayent de rassembler des pays musulmans et arabes pour lutter contre lui. Et Saddam Hussein, en fait, prend le prétexte du conflit israélo-palestinien. Il dit « Je me retire du Koweït si Israël se retire de Palestine ». C'est pour lui un prétexte, mais il sait que c'est un prétexte qui marche beaucoup dans les opinions publiques arabes. Et George Bush, père, essaye de convaincre les régimes arabes de participer à la guerre du Golfe. Ceux-ci leur disent « Écoutez, on aimerait bien, mais on ne peut pas, notre opinion est très remontée contre Israël. On ne peut pas nous demander de participer à un conflit pour punir un pays arabe qui ne respecte pas le droit international, alors qu'Israël ne le respecte pas. » Et George Bush prend l'engagement de s'occuper de façon réelle du conflit israélo-palestinien après la guerre contre l'Irak, mais en disant la priorité c'est l'Irak, il a envahi le Koweït, c'est un pays frère pour vous, faisons la guerre. Et donc de nombreux pays arabes, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, vont participer à la guerre du Golfe en 91, ce qui va éviter de présenter ce conflit comme étant un conflit entre les Occidentaux et les pays arabes. C'est un conflit entre la communauté internationale et un pays, l'Irak, qui a violé le droit international. Les régimes arabes se servent beaucoup du conflit avec Israël, d'une part pour imposer des lois d'urgence, pour imposer la censure, pour imposer finalement des régimes militaires et pour restreindre les libertés au nom du combat contre Israël. Et puis ils disent également soutenir les Palestiniens, mais ils le font en fait du bout des lèvres, parce que la cause palestinienne est très populaire dans les opinions publiques du monde arabe, mais les régimes arabes sont plus réticents, ne serait-ce que pour les monarchies, c'est un mouvement républicain, c'est un mouvement laïque pour les pays les plus religieux, et donc il n'y a pas de réel soutien aussi fort que cela de la part des pays arabes. Les régimes arabes se servent en fait de la menace israélienne pour instaurer des régimes militaires et pour réprimer à l'intérieur, et ils se servent de la cause palestinienne pour rallier leur population sans faire réellement des choses très sérieuses. Et George Bush va tenir sa promesse.
Et une fois que la guerre du Golfe est terminée, il va s'opposer au Premier ministre israélien, Isaac Shamir, en lui disant que s'il continue à installer des colonies en Cisjordanie, eh bien, il arrêtera de garantir des prêts à Israël. C'est un choc en Israël parce qu'on pensait que le soutien américain était acquis. Et donc cette menace fait un peu réfléchir l'électorat israélien qui du coup va voter en faveur de Rabin pour les élections, qui est travailliste, alors que Isaac Shamir était lui du Likoud. Et c'est donc les travaillistes qui vont remporter les élections et Isaac Rabin, lui qui avait dirigé la première répression de l'intifada, qui était très dure, c'est un général, il était considéré comme un faucon dans un premier temps, eh bien Isaac Rabin va comprendre que la situation géopolitique a changé, que l'Union soviétique n'est plus là, que le rôle d'Israël comme allié de l'Occident dans la guerre froide a été modifié, et que la perception dans les opinions publiques occidentales de l'intifada a également modifié les choses. Et donc il comprend que l'intérêt national d'Israël, il ne le fait pas par amour des Palestiniens, il pense que l'intérêt national d'Israël doit le conduire à faire une paix froide, une paix qui n'est pas une paix entre peuples qui s'aiment. Et donc vous allez avoir deux leaders, Arafat chez les Palestiniens, Isaac Rabin chez les Israéliens, qui vont aller vers la paix alors que leur opinion publique y est hostile. Et donc c'est un peu une paix qui est imposée du haut, il y a encore des réticences dans les opinions, mais l'un et l'autre ont compris qu'il faut un compromis territorial, c'est les territoires contre la paix. Israël s'engage à restituer les territoires, les 22% de la Palestine mandataire. On ne revient pas sur le partage sur la guerre de 48, on revient sur celle de 67. Et donc, on a la perspective de la création d'un État palestinien sur les territoires conquis en 67, en échange de la reconnaissance par la Palestine de l'État d'Israël. Et ce sont les accords d'Oslo qui vont avoir une reconnaissance officielle aux États-Unis à la Maison-Blanche. Et donc c'est la perspective d'une paix entre Israéliens et Palestiniens. Ces accords ne sont pas tout à fait égalitaires. Les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël. Israël reconnaît l'autorité palestinienne. Et donc les problèmes, les réfugiés, les frontières, Jérusalem-Est sont reportés à plus tard. Et pendant ce temps-là, le grignotage des territoires palestiniens va continuer. On va continuer à installer des colonies. Mais c'est surtout, en novembre 1995, l'assassinat d'Isaac Rabin par un extrémiste israélien qui va faire complètement dérailler le processus de paix. Parce qu'à partir de là, Rabin, qui incarnait l'homme fort, qui pouvait imposer la paix, qui était crédible de par son passé, eh bien, va manquer effectivement et qu'il va y avoir des retards. Netanyahou va reprendre le pouvoir, va retarder les négociations. Par la suite, les travaillistes vont regagner le pouvoir, reprendre les négociations avec Arafat, et ça va être l'échec de Camp David à l'été 2000. Et cet échec va être attribué à Arafat. Les Palestiniens vont être de très mauvais communicants. Les propositions qui étaient faites par les Israéliens n'étaient pas tout à fait acceptables, on n'y avait pas grand-chose sur Jérusalem, les Israéliens demandaient de garder encore une grande partie de la Cisjordanie, mais Arafat aurait pu dire on continue à négocier. Il ne l'a pas fait, il a refusé les accords proposés à Camp David, et Ehud Barak est revenu en Israël en disant nous n'avons pas de partenaire. Les élections qui ont suivi ont forcément amené Ariel Sharon au pouvoir, lui qui s'opposait aux accords depuis longtemps. Le Likoud s'est toujours opposé aux accords d'Oslo, et Netanyahou et Sharon avaient mené des campagnes extrêmement dures contre Isaac Rabin lorsqu'il était Premier ministre. La veuve d'Isaac Rabin leur en a d'ailleurs toujours voulu. Et donc, si vous avez un Premier ministre travailliste qui vient vous dire « nous n'avons pas de partenaire », les Israéliens, très logiquement, ont voté pour celui qui disait ne pas vouloir de négociation, plutôt que de voter pour celui qui disait vouloir négocier, tout en déclarant officiellement qu'il n'y avait pas de partenaire. Et puis, en septembre 2000, Ariel Sharon fait une visite sur l'esplanade des mosquées. Les services de sécurité israéliens avaient averti de ne pas le faire. Ça va enflammer l'opinion palestinienne. C'est la reprise de l'intifada. Et le Hamas, qui a été en embuscade, le Hamas qui lui aussi, de son côté, n'avait jamais admis les accords d'Oslo, qui avait continué à organiser des attentats pour faire dérailler le processus d'Oslo, le Hamas va reprendre les attentats sur une grande échelle. Isaac Rabin disait « Je continuerai le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme et je combattrai le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix. » Mais une fois que Sharon est au pouvoir, il ne va pas reprendre bien sûr ce principe, puisque lui est hostile aux négociations,
et il va y avoir le cycle terrorisme, répression, et on va détricoter les accords d'Oslo au fur et à mesure. Les espoirs de paix vont s'envoler. Et si on doit se rappeler qu'en 93, des enfants palestiniens allaient offrir des bouquets de fleurs aux soldats israéliens, on voit bien que tout ceci est parti en fumée à partir du début des années 2000. Le 11 septembre 2001 va encore aggraver la situation. George Bush se demande dans un premier temps pourquoi on nous haït alors que nous sommes si bons. Et Ariel Sharon va lui fournir la réponse en disant « Nous avons notre Ben Laden, il s'appelle Arafat ». Il va de nouveau y avoir une association entre Arafat, le terroriste, les Palestiniens, alors que c'est les Hamas qui commet les attentats et non pas les gens autour de Arafat. Eh bien, le processus de paix va réellement voler en éclats. En décembre 2004, Arafat décède. Il est remplacé par Mahmoud Abbas, qui est favorable à la négociation. Mais Ariel Sharon va avoir une évacuation de Gaza de façon unilatérale. Il y avait 7000 colons à Gaza. Il les retire, ce qui est une bonne chose, mais sans négocier avec Mahmoud Abbas. Et donc ce retrait unilatéral ne va pas réellement faire avancer la cause de ceux qui veulent négocier avec Israël dans le rang palestinien. Et le Hamas va dire, vous voyez, il faut lutter, seule la voie armée permet d'obtenir quelque chose. Et le Hamas va peu après prendre le contrôle de la bande de Gaza, remporter l'élection législative de 2006 parce que Mahmoud Abbas ne peut pas dire aux Palestiniens qu'il a obtenu quelque chose par la voie de négociation. Et donc, eh bien, c'est la voie de la radicalité qui va l'emporter. Le Hamas remporte les élections et du coup, tous les gouvernements occidentaux, puisqu'ils considèrent le Hamas comme un mouvement terroriste, vont cesser les relations officielles avec le gouvernement palestinien, ce qui va alimenter le ressentiment en Palestine, puisqu'ils disent « Vous avez fait la guerre d'Irak en 2003 au nom de la démocratie, mais quand nous, au vote, vous n'êtes pas d'accord et vous ne reconnaissez pas ce gouvernement. » Depuis, il y a eu une nouvelle guerre au Liban en 2006, il y a eu 2 guerres sur Gaza. Gaza est soumis à un blocus de la part d'Israël, mais aussi de la part de l'Égypte, c'est des deux côtés, il n'y a pas qu'Israël qui soumet à un blocus, donc la situation politique, sanitaire, sociale, économique est tout à fait catastrophique à Gaza. Il y a eu 2 fois des bombardements, 2009-2014, de cette population soumise à un blocus extrêmement sévère, et on peut dire que eh bien, les espoirs de paix se sont envolés. Ils sont envolés pour plusieurs raisons. D'une part, il y a eu un glissement à droite de la société israélienne. Le camp de la paix a quasi disparu. Les organisations pacifistes qui prônent le dialogue avec les Palestiniens sont marginalisées, sont même combattues par Netanyahou et elles n'ont plus l'audience qu'elles ont eue dans le passé. Et le mouvement à la paix maintenant est vraiment défait. En Palestine, la Palestine est séparée à la fois territorialement et politiquement entre le Hamas qui contrôle toujours la bande de Gaza, l'autorité palestinienne qui contrôle la Cisjordanie, mais qui a perdu en légitimité, puisque Mahmoud Abbas a été élu en 2005, il n'y a pas eu d'élection depuis, et puis il y a des accusations de mauvaise gestion, de corruption, qui courent à son encontre. Israël, diplomatiquement, a marqué beaucoup de points, parce qu'il y a toujours le soutien indéfectible des États-Unis, encore plus indéfectible avec Donald Trump, qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, qui donne son accord à l'annexion de territoire, toute chose qu'aucun président américain n'avait fait dans le passé. Mais Poutine a d'excellentes relations avec Netanyahou, les Chinois également d'ailleurs, ils investissent beaucoup, il y a des connexions technologiques qui sont très bonnes. L'Europe qui très longtemps a milité en faveur des Palestiniens est divisée, les pays de l'Est suivent la voie américaine et les autres pays sont moins militants qu'ils n'ont été pour la paix auparavant. L'Allemagne ne veut rien dire contre Israël et l'élection de Bolsonaro au Brésil a amené aussi un allié de poids pour Israël. Et donc Israël en fait a diplomatiquement un champ ouvert, il n'y a pas de pression sur Israël pour parvenir à la paix, et donc les Israéliens considèrent qu'il n'est pas nécessaire de faire des efforts. Mais la situation reste quand même une bombe à retardement. La cause palestinienne est agitée à droite à gauche pour tenir tout discours anti-occidental, et y compris les meilleurs amis d'Israël reconnaissent que c'est un mauvais prétexte, mais c'est un prétexte qui est utilisé par tous ceux qui veulent développer la haine de l'Occident, qu'il faudrait mieux parvenir à un accord, mais il est certain qu'on est loin d'un accord et qu'aujourd'hui, on ne voit pas ce qui pourrait conduire à un accord de paix du fait de la dérive extrêmement sécuritaire et droitière d'Israël, notamment avec ce nouveau gouvernement, puisque la question palestinienne n'existe plus. Auparavant, en Israël, les élections étaient « est-ce que vous êtes pour la paix ou est-ce que vous êtes contre les négociations avec les Palestiniens ?» Aujourd'hui, c'est même plus une question qui est posée.
Personne ne veut réellement négocier avec les Palestiniens. Et donc il y a en fait une véritable bombe à retardement de cette situation dont la communauté internationale se lave les mains et les pays arabes ont renoncé. L'Égypte est très liée à Israël. Elle a l'aide américaine qui dépend de sa bonne entente avec Israël. Et les Saoudiens, même s'ils ne peuvent pas le faire publiquement, se sont reprochés d'Israël parce qu'ils ont un ennemi commun qu'est l'Iran. Et donc la menace iranienne a rapproché de façon très forte, même si ce n'est pas public, l'Arabie Saoudite et Israël. On en est où? Un accord de paix qui n'existe pas et qui paraît irréalisable. Israël contrôle extrêmement bien les territoires palestiniens, est à l'abri, il n'y a plus d'attentats. Bon, il faut quand même resté prudent sur l'avenir, la situation reste quand même extrêmement délicate. Et surtout, la seule chose que craint Israël, ce sont les combats dans l'opinion publique. Le mouvement BDS, boycott des investissements, sanctions, parce que effectivement, dans les opinions publiques, eh bien, la cause, disons, palestinienne, le droit des peuples à discuter d'eux-mêmes reste forte. Et donc, il y a cet effet un peu ciseau entre des gouvernements qui ferment les yeux sur la situation en Palestine et l'occupation israélienne, et des opinions publiques qui, elles, sont toujours très sensibles à cette question-là.